Lucie Sidan, docteur en droit public. Aujourd'hui, je vais vous parler de la capacité de charge et mon sujet sera la capacité de charge saisie par les pouvoirs publics. Alors l'objectif de mon intervention aujourd'hui est de mettre en lumière quelques points de situation et d'étapes qui signalent la volonté des pouvoirs publics de saisir cette notion de capacité de charge et de révéler les difficultés que cela va engendrer. La capacité de charge, qu'est-ce que c'est ? C'est une notion à la base qui est non juridique, qui a pourtant pu être comprise par le droit public, et en particulier sur des espaces fragiles, vulnérables, comme les espaces littoraux, les espaces côtiers et les espaces marins. La capacité de charge, si elle a pu être indirectement abordée à travers des arrêts de jurisprudence, notamment concernant des grandes opérations d'aménagement, eh bien la capacité de charge est une notion qui est assez récente. Sa mention claire est issue du protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières, protocole signé en 2008 et entré en vigueur en 2011. Ce protocole est un protocole additionnel issu de la Convention de Barcelone sur la protection du milieu marin et du littoral de Méditerranée. Alors malgré cette saisie de la capacité de charge par le droit international, le droit français, le droit interne, ne possède pas d'acceptation juridique de la notion de capacité de charge, au sens où il n'existe pas dans les manuels juridiques, dans les lexiques, de définition de ce qu'est la capacité de charge. On va proposer ici une définition qui fait l'unanimité dans la sphère des sciences, et notamment dans la sphère des sciences de l'écologie. Alors la voici. On entend par capacité de charge la capacité d'un environnement ou d'un écosystème à accepter une activité d'une certaine intensité sans préjudice pour la santé humaine et ou pour l'environnement. Alors ici, l'expression d'activité va renvoyer à plusieurs activités. Il s'agit du rejet, par exemple, de polluants dans l'atmosphère, du rejet de déchets. C'est aussi l'intensité d'une activité agricole en relation avec un sol donné. C'est aussi le trafic routier dans un environnement fragile. Ça peut être aussi un certain nombre de visiteurs dans un espace déterminé, une destination touristique, par exemple. Alors, s'interroger sur la capacité de charge pour les pouvoirs publics, c'est se questionner sur qu'est-ce que le territoire, qu'est-ce que mon territoire peut supporter comme activité, fréquentation et pression. Cette question, qui va être tournée principalement vers l'environnement naturel, peut aussi concerner la ville dans son intégralité. C'est par exemple quand on se questionne sur le trafic routier, notamment au sein des communes littorales qui subissent une grande pression, notamment en haute saison touristique. Alors si l'on revient sur l'objet principal de cette intervention, qui est la notion de capacité de charge saisie par les pouvoirs publics et plutôt son application à un environnement naturel, il s'agit d'apprécier à l'aune d'estimations scientifiques, quantitatives mais aussi qualitatives, selon les meilleures connaissances disponibles, les capacités d'un environnement naturel à recevoir, à accepter une certaine activité. Ces estimations scientifiques vont révéler si l'accueil d'une ou plusieurs activités ou taux d'activité engendre des effets nocifs pour un environnement ou pour un écosystème. Cette démarche va nécessiter l'appui d'une expertise scientifique qui va être garante de données solides sur la base d'estimations, d'expérimentations et de dispositifs de suivi. Il s'agit de connaître et de caractériser scientifiquement la dynamique des activités humaines et leurs effets sur les différents écosystèmes. Pourquoi ? Pour identifier des leviers juridiques qui permettent de réguler ces activités en fonction de la capacité de charge révélée par la science. Alors la maîtrise de la capacité de charge, elle va accroître le caractère scientifique de la bonne décision publique, ce qui va permettre de déterminer la différence entre un simple effet nocif et le trouble à l'ordre public écologique. Ceci peut conditionner l'intervention des pouvoirs publics et en amont et en aval d'une activité qui va être surveillée. Alors en amont, il s'agira de fixer des seuils de pollution d'une installation classée pour qu'elle soit compatible avec ce que l'environnement peut supporter. En aval, il s'agira par exemple de se servir des données relatives à la capacité de charge pour appuyer un mécanisme plus vaste qui est le mécanisme par exemple de la restauration écologique d'un écosystème. Le recours à l'expertise scientifique n'est pourtant pas sans poser de problème. Ces difficultés liées aux incertitudes scientifiques reconnaissent, voire affichent certaines sciences spécialisées. Et à côté de ces difficultés propres à la science, on a d'autres difficultés qui découlent, elles, de la volonté des responsables administratifs et politiques d'intégrer des données du réel écologique, puisque cela peut engendrer des difficultés, notamment sur les activités économiques. Qu'est-ce que ça peut engendrer ? Par exemple, l'interdiction de certaines activités économiques, puisqu'elles seraient incompatibles avec l'environnement et ses capacités. L'ensemble dont on tente de rendre compte ici n'est pas favorisé dans un contexte de crise économique et de développement économique. Il est soutenu néanmoins par de nouvelles exigences,
celle du droit à un environnement sain, mais aussi par des crises industrielles et sanitaires qui révèlent des points de bascule de capacité de charge, mais aussi des points de transformation de l'action publique. Avant de se saisir de la capacité de charge donc, comme un outil, les pouvoirs publics vont donc être confrontés à cette capacité de charge, elle leur est révélée de plusieurs manières. On va avoir donc un face-à-face entre les pouvoirs publics et la capacité de charge. Ce face-à-face n'est pas forcément conflictuel, c'est plus une rencontre qui peut être de manière fortuite, c'est-à-dire que une administration va se rendre compte qu'il y a une pollution sur son territoire, elle va découvrir un incident fortuit. Cela peut être aussi volontaire, l'administration va commander une étude de capacité de charge. Ça peut être aussi une rencontre forcée à l'occasion d'un procès qui force l'administration à rencontrer la capacité de charge de son territoire. Ce face-à-face peut entraîner enfin une saisie de la capacité de charge, c'est-à-dire que les pouvoirs publics étant sensibilisés, ils vont être en situation où ils vont vouloir se saisir de cette notion pour améliorer la gestion de leur territoire. Si c'est le cas, on va se rendre compte qu'il y a deux cas de figure. Le premier, ça va être un cas de figure facilité sur des espaces qui sont restreints, des espaces naturels protégés. C'est la première partie. Ils vont être beaucoup plus compliqués sur des espaces plus grands. C'est par exemple le territoire de la commune. Sur les espaces naturels protégés, donc des espaces qui vont faciliter l'appréhension de la capacité de charge par les pouvoirs publics, on va relever un premier espace naturel qui va permettre l'application, la saisie de la capacité de charge par les pouvoirs publics. Ce sont les parcs nationaux. Les parcs nationaux donc retiennent notre attention en premier, puisqu'ils constituent des instruments de protection réglementaire d'espaces présentant un intérêt spécial. Le Code de l'environnement définit les espaces des parcs nationaux comme des espaces à partir d'espaces terrestres ou maritimes lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'atmosphère et les eaux, les paysages mais aussi le patrimoine culturel présentent un intérêt spécial et qu'il importe d'en assurer une protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d'en alterner la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution. Ces parcs nationaux vont se diviser en deux espaces. On va avoir des cœurs de parcs qui sont des espaces très protégés où une réglementation particulière peut s'appliquer. Et on va trouver à côté de ça l'aire d'adhésion ou les aires d'adhésion qui, elles, constituent des espaces moins strictement encadrés. Les pouvoirs publics vont donc pouvoir se saisir de la capacité de charge sur des espaces qu'on va donc déterminer, ce sont les cœurs de parcs. À l'intérieur de ces cœurs de parcs, on va avoir des possibilités de saisie qui sont beaucoup plus importantes, puisque le législateur a doté, par exemple, le directeur du parc d'une compétence en matière de police de la circulation et du stationnement. Ce qui lui permet notamment d'interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies aux véhicules terrestres à moteur, et ce qui permet déjà de limiter certaines pressions. Le Code de l'environnement, enfin, ouvre la possibilité dans les cœurs de parc de soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire la circulation du public, quels que soient les moyens empruntés. Cette disposition du Code de l'environnement offre aux gestionnaires l'opportunité donc de saisir et de réglementer à la baisse l'accès physique aux espaces naturels pour des motifs de préservation de l'environnement, ce qui permet déjà de se saisir de la capacité de charge. Quelques exemples concrets où les directeurs de parcs ont régulé les activités en fonction de la capacité de charge, alors ressentie ou calculée. C'est ainsi, par exemple, le cas du parc national du Mercantour, où la navigation et la plongée subaquatique sont interdites par arrêté en tout temps et en tout lieu. Le parc national des Calanques, lui, a interdit la pratique du VTT sur certaines portions du territoire qui étaient très vulnérables. Enfin, le parc national de Port-Cros a, lui, limité le nombre de plongeurs par jour pour protéger les herbiers de Posidonie, écosystème très fragile. À l'instar des parcs nationaux, les réserves naturelles permettent aussi de faire bénéficier aux gestionnaires de certaines règles qui permettent de limiter et de réguler la fréquentation touristique, mais aussi les activités humaines. Quelques exemples encore. L'acte de classement de la réserve naturelle de l'Estagnol, qui se situe dans l'Hérault, interdit par exemple l'accès au public sauf autorisation spéciale. La réserve de Bagnas, toujours dans l'Hérault, ici la circulation de tout véhicule motorisé et les piétons sont interdits dans certaines parties de la réserve. On a donc en fonction de niveau de capacité de charge estimé au ressenti, des limites, des réglementations à la fréquentation ou aux activités humaines. Dans d'autres espaces, comme les terrains du conservatoire ou les parcs naturels régionaux, des mesures de gestion
sont opérés en concertation avec la population pour restreindre l'accès au public ou canaliser le public pour ne pas qu'il abîme ou qu'il fasse des dégradations sur des espaces naturels qui sont sensibles. On se retrouve donc avec différents espaces naturels protégés et différentes mesures, mais qui convergent vers une même logique, la découverte d'une situation de saturation ou de dépassement, ou risque de dépassement de la capacité de charge, qui va se traduire par des compromis variables selon les sites entre interdiction totale ou mesure de régulation des activités. De ces quelques exemples, un constat, la saisie de la capacité de charge par les pouvoirs publics à l'intérieur d'espaces naturels protégés est utilisée de manière ponctuelle et pour répondre à une problématique particulière. Ce qui nous amène à une partie 2, qui est que les expérimentations de régulation des activités humaines en fonction de la capacité de charge ne bénéficient pas d'une homogénéisation déjà sur les espaces naturels protégés. Ce qui va complexifier finalement sa saisie sur un territoire beaucoup plus vaste, qui serait par exemple le territoire de la commune. Si on prend le territoire d'une commune qui est beaucoup plus vaste qu'un espace naturel protégé, et s'il faut réglementer des activités en fonction d'une capacité de charge, en tant que juriste, on va se tourner vers les polices administratives. La police administrative du maire, par exemple, mais surtout, en matière d'environnement, les polices spéciales. Ces polices spéciales, on peut en citer quelques-unes, la police des installations classées pour la protection de l'environnement, la police des déchets, la police de l'eau, qui réglemente les activités à proximité du milieu aquatique, on a aussi la police de l'urbanisme et la police de la circulation. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ces polices administratives spéciales sont obtenues en particulier par l'autorité préfectorale. 2 points doivent nous arrêter ici. De ce dédale de police administrative spéciale, susceptible d'être mis en œuvre pour réguler la capacité de charge d'un territoire, eh bien, ça ne veut pas dire que la capacité de charge est facilitée par le nombre de polices administratives. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il faut lever un certain nombre de présupposés que je vais vous exposer ici. Présupposés qui sont au nombre de 2. Le premier renvoie à des situations d'études scientifiques qui portent sur des milieux qui vont chevaucher plusieurs circonscriptions administratives. Prenons un exemple concret, l'étang de Thau, qui est cerné par diverses communes et réceptacles d'eau provenant de bassins versants et de rivières qui sont issus d'autres communes riveraines. Plusieurs communes peuvent être concernées sur le territoire d'une seule intercommunalité, plusieurs communes dépendent de différentes intercommunalités, et enfin plusieurs intercommunalités qui peuvent, elles, se retrouver à l'interface de 2 départements. Donc, première difficulté, c'est évidemment le chevauchement de plusieurs circonscriptions administratives. La deuxième difficulté, c'est le nombre de polices administratives qu'il faut soulever pour réguler la capacité de charge. La diversité des activités, donc qui sont pourvoyeuses de substances et donc de risques, nécessite de soulever plusieurs polices administratives spéciales. Et en application du principe d'indépendance des législations, lorsque plusieurs autorités de police spéciales se superposent sur une même situation, chaque police spéciale agit dans le seul cadre des textes qui la régissent. Si l'on reprend notre exemple, celui du bassin de Thau, il faudrait réguler les activités réparties autour de l'étang en fonction de la capacité de charge. Ceci supposerait d'avoir recours à beaucoup de polices. 3 par exemple, la police spéciale confiée au ministre en matière de réglementation des produits phytopharmaceutiques, à laquelle s'ajouterait la police spéciale en matière d'installation classée pour la protection de l'environnement, qui est, elle, détenue par le préfet, et à laquelle s'ajouterait également la police de l'assainissement, qui a été transférée récemment au président de l'EPCI. Donc on le voit, 3 polices avec 3 autorités administratives différentes à solliciter. Il y a évidemment dans cette sollicitation un risque de déperdition des résultats scientifiques pour fonder des actions publiques et sensibiliser les autorités administratives. À ceci s'ajoute le recours limité au pouvoir de police général du maire, en dehors des cas de danger grave et imminent. Prenons un exemple qui doit parler à tout le monde, les arrêtés municipaux anti-glyphosate qui ont été pris en 2019 afin de limiter l'usage de pesticides sur le territoire de certaines communes, eh bien, ils ont été censurés par le juge administratif puisqu'il y avait incompétence des maires à agir dans un domaine où existe une police spéciale d'État.
Ceci montre bien l'exemple de l'impuissance de l'autorité communale à réguler des activités en fonction d'une capacité de charge sur son territoire qui va l'affecter négativement. L'existence donc de distorsions de maillage administratif est donc une deuxième difficulté qu'il faut relever. Je conclurai rapidement en disant que la coordination donc, et l'organisation de l'action publique varient donc d'un territoire à l'autre et dépendent tant des configurations administratives que de la portée et de l'écoute qui sont faites au résultat des réseaux scientifiques de surveillance, ainsi aussi que des liens d'affinité politique qui peuvent se faire entre deux territoires pour s'organiser et réguler cette capacité de charge. Ce qui fait que les outils juridiques existent pour concrétiser ces volontés et cette ambition de saisir la capacité de charge, mais les volontés politiques pour les mettre en œuvre manquent parfois. Merci. Merci.